Bon, bonjour. Moi, je vais vous parler plutôt de considérations géopolitiques à propos donc, du lien entre la francophonie et l'anglicisation de l'enseignement supérieur en France. Si j'arrive à passer à la suite. Voilà. Donc, je vais rebondir sur un extrait d'un discours de notre président du 20 mars 2018, un très intéressant discours. Et il y a cette petite phrase que j'ai relevée où il dit « Et apprendre le français, c'est d'abord l'apprendre en France, et nous ne saurions proposer quoi que ce soit pour la francophonie si nous ne savons regarder nos propres imperfections, nos propres lacunes, parfois nos propres reculs. » Ce qu'il avait en tête, c'était donc qu'il fallait bien enseigner, qu'il fallait enseigner correctement le français aux Français et puis également aux gens issus de l'immigration. Mais il y a un recul qu'il n'a pas mentionné, c'est celui de l'abandon de notre langue dans l'enseignement et dans la recherche d'enseignement supérieur. Ça, il ne l'a pas mentionné, je ne suis pas surpris parce que parmi les politiques et dans ce qu'on appelle la société civile, ce lien n'est pas du tout établi. Et c'est ce lien que je voudrais voir avec vous. Il y a un lien évident dont on n'est pas conscient. Alors, avant de poursuivre, je fais une petite classification gnoséologique des langues, c'est-à-dire en fonction de leur rapport à la connaissance. Alors, si on prend les quelques milliers de langues qui existent encore, les 6 à 7 000 langues qui existent, on peut dire que l'écrasante majorité constitue de langues patrimoniales, c'est-à-dire que ces langues patrimoniales sont transmises par la famille. Elles ne sont pas souvent utilisées à l'école et souvent elles sont non écrites. Donc, c'est par exemple mon cas, je suis alsacien, donc j'ai appris une langue patrimoniale. Ensuite, il y a quelques centaines de ce qu'on appelle des langues nationales, des langues qui sont donc enseignées, qui disposent des appareils pédagogiques et didactiques pour l'enseignement, qui sont enseignés dans des régions ou dans des frontières ou dans des pays. Donc il y en a quelques centaines, le bulgare, le français, l'espagnol, l'anglais, etc. Ces langues ne sont pas forcément utilisées dans les sciences. Par exemple, c'est le cas par exemple du finlandais, du finnois, qui n'est pas enseigné. Les Finlandais, lorsqu'ils veulent faire de la science, ils sont obligés de passer à une autre langue. Ils l'ont d'abord fait en suédois, au XIXe siècle, puis en allemand. Maintenant, ils le font en anglais. Et ensuite, il y a des langues, je les appelais autrefois universelles, mais maintenant, on m'a tapé dessus parce que, par l'emploi de ce mot, je les appelle maintenant langues d'accès à la connaissance, qui permettent l'accès à toutes les connaissances disponibles, qui sont peut-être une vingtaine, il faudrait préciser clairement ce qu'on entend par accès à la connaissance. En tous les cas, ce sont des langues qui sont utilisées dans la recherche, jusqu'ici, et qui sont, donc, on peut citer parmi elles, bon, évidemment, le français, l'anglais, le russe, l'arabe, le chinois, le japonais, l'espagnol, et beaucoup d'autres, et quelques autres. Alors, si maintenant on regarde la situation en Afrique francophone, je rappelle que, selon certaines projections, d'ici une cinquantaine d'années, il y aura environ 800 millions à 1 milliard de locuteurs du français, dont l'écrasante majorité en Afrique. Donc c'est l'avenir de la francophonie est en Afrique, peut-être, si on ne fait pas de bêtises d'ici là. Alors, quelle est la situation actuelle en Afrique? La plupart des Africains apprennent en langue maternelle une langue patrimoniale. Bon, il y en a, par exemple, au Congo, j'ai vu qu'il y en avait 450, il y en a une centaine en Tanzanie, etc. Donc les gens apprennent la langue de leur famille, de leur communauté. Alors certaines de ces langues patrimoniales sont en train de se constituer en langue nationale en Afrique, par exemple le Wolof au Sénégal, ou l'Ewe au Togo, mais elles ne permettent pas encore l'accès aux connaissances. Faire des études de physique nucléaire en Wolof, pour l'instant, c'est difficile. Alors, donc, les Africains francophones ont besoin d'une langue pour accéder aux connaissances. Et c'est le français qui joue ce rôle. Il leur permet des études universitaires, il leur permet l'accès à la recherche, et puis il permet ensuite, bien sûr, l'accès à l'emploi. Et je signale que c'est rien contre l'Afrique, mais j'étais dans ce cas-là, moi, en tant qu'Alsacien, sans le français ou une autre langue, ça aurait pu être l'allemand à d'autres époques historiques, je n'aurais pas fait d'études, je ne serais pas là en train de vous parler. Donc, en plus, en Afrique, le français est parlé par la plupart des citadins africains sous une forme populaire. Bon, je cite le Nouchi en Côte d'Ivoire ou le Kam-franglais au Cameroun. Alors, si on anglicise nos universités, ça veut dire que la recherche est déjà largement anglicisée, en tous les cas dans les sciences dures, pas tellement dans les sciences sociales, mais c'est en train d'évoluer dans ce sens.
Dans ce cas, le français ne jouera plus ce rôle d'accès universel aux connaissances. Et donc, du coup, les francophones ne pourront plus étudier en français. Les francophones d'ici et les francophones d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passera? Ben, le français deviendra une langue purement nationale, comme par exemple le finlandais ou le bulgare. Et comme les Africains ont besoin d'une langue d'accès aux connaissances, ils n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers l'anglais. Pas d'autre choix. Et bien sûr, à terme, l'anglais remplacera le français dans les écoles primaires et secondaires, puisque les gens se diront ce n'est pas la peine d'apprendre le français, puisqu'on ne peut rien faire avec, on ne peut pas faire d'études. Donc ils feront en sorte que leurs enfants eux-mêmes apprennent l'anglais à l'école. Il y a déjà un mouvement en ce sens. Par exemple, au Togo, on a déclaré que le français et l'anglais étaient des langues officielles, alors que très peu de personnes parlent l'anglais au Togo. Ça veut dire qu'il y a une demande sociale pour l'anglais et qui est liée à ce phénomène. Alors le français subsistera comme langue populaire pendant un certain temps, comme aux Seychelles, le créole, ou à Maurice, et puis bientôt au Rwanda, puisque vous savez que le Rwanda a abandonné le français comme langue nationale, comme langue officielle. Quelle est la situation des francophones dans le reste du monde? Alors je rappelle qu'il y a quand même environ 250 000 étudiants étrangers en France qui apprennent, qui pour l'instant étudient en français. Alors ça, je le signale à ceux qui passent leur temps à dire oui, il faut entrer dans la compétition mondiale, avec, etc. etc. Ben ça, ce sont les grandes écoles qui veulent ça. Il y a 250 000 étudiants étrangers qui apprennent en français en France. Alors pourquoi? Ben, parce qu'il y a une production scientifique en français qui procure un certain rayonnement. Le système universitaire est pas si mal que ça, bien qu'on le critique tout le temps, mais il est quand même pas trop mal. Et puis les coûts sont très faibles. Les coûts universitaires sont très faibles pour l'instant encore en France. Ces étudiants cesseront de venir. Ils feront en sorte que leurs enfants apprennent l'anglais. Et ces francophones que nous avons pour l'instant, qui sont de bons francophones, souvent sélectionnés, ne seront pas remplacés par un nombre équivalent de bons anglophones. Parce que les bons anglophones, où iront-ils? Ben, ils iront dans un pays anglophone. Donc, on sera amené à enseigner l'anglais à des étudiants étrangers qui viendront étudier chez nous en anglais. Et du coup, la France sera en compétition avec les autres pays, une compétition qu'elle perdra, il faut le noter, par abandon de sa tradition d'excellence en français, dont nous avons eu quelques exemples tout à l'heure. Alors, juste quelques mots sur le processus qui mène à la perte de l'accès aux connaissances, donc pour une langue universelle. Si on cesse d'enseigner les étudiants dans la langue, en français par exemple, eh bien au bout d'une génération ou deux, on a perdu la terminologie. C'est-à-dire elle existe encore, mais elle n'est plus utilisée. On appelle ça une perte de domaine. La langue perd le domaine. Avec cette perte de domaine va la perte de mémoire et la perte de tradition. Les sciences ne se pratiquent pas de la même manière en fonction des langues, elles sont différentes. Si vous êtes, par exemple, surtout dans les sciences humaines, si vous étudiez ce que font les Allemands, les Français et les Américains, dans certaines sciences, vous voyez que l'optique est tout à fait différente dans certains cas. Il y a une perte de créativité scientifique, ça a été mentionné tout à l'heure. Par exemple, je donne un exemple en allemand parce qu'il est plus parlant en allemand. En allemand, vous avez la force, c'est Kraft, et en anglais, c'est force, un mot français, d'origine française. Et puis le courant, c'est Strom, et en allemand, en anglais, c'est current. Donc l'argument qui était avancé par un physicien à un colloque à Berlin où j'ai été, son argument est le suivant. Si on enseigne à des étudiants allemands Strom, force et current, bien, ils comprendront, hein, ce sera la fonction dénotative de la langue que tu as mentionnée tout à l'heure. Bon, ça marche, on comprend tout, et il n'y a pas de problème. Mais si on lui avait enseigné en allemand, eh bien, les mots Kraft et les mots Strom ouvrent la personne sur toute la puissance métaphorique de la langue, qu'elle n'aura pas en anglais. L'accès sera beaucoup plus difficile en anglais. Et puis, bien sûr, dans l'immédiat, dans une baisse du niveau d'enseignement, le niveau d'enseignement moyen, selon certaines études, des enseignants est de B2, et le niveau des étudiants, tel qu'on a pu le mesurer dans différentes universités, est A2, B1. Donc, ça veut dire qu'on va forcément vers une baisse de la qualité de l'enseignement, en tous les cas dans un premier temps.
Je termine par cette citation de Laurent Laforgue, mathématicien médaillé Fields, qui dit la chose suivante. Dans notre monde industriel, nous pouvons penser que la science aussi est devenue industrielle et que nous autres scientifiques ne sommes plus que des techniciens interchangeables. Si nous pensons cela, le destin de la science française est clair. Elle tendra de plus en plus à ne représenter dans la science mondiale que ce qu'autorise le poids démographique de la France, c'est-à-dire 1%. C'est dans la mesure où l'école mathématique française reste attachée aux Français qu'elle conserve son originalité et sa force. A contrario, les faiblesses de la France dans certaines disciplines scientifiques pourraient être liées au délaissement linguistique. Voilà, je vous remercie.